Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ici au Collège de France ce soir pour un entretien donc, à ma droite avec Bertrand Villeneuve, qui est professeur en sciences économiques à Paris, à l'Université Paris-Dauphine PSL, et à qui je laisserai la parole pour se présenter un peu plus tard. Aujourd'hui, donc, on va parler du projet MATS qui s'inscrit dans le cycle de conférences à la recherche d'un avenir commun durable, dont une première intervention a eu lieu le mois dernier et qui continuera jusqu'en juin. Alors aujourd'hui, donc, le projet MATS, vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique oblige les pratiques agricoles à évoluer. Et pour accompagner ces évolutions, l'Avenir commun durable, l'initiative du même nom, a décidé de soutenir ce projet-là, qui est l'acronyme en fait en anglais de modéliser les transitions agricoles. On est d'accord. L'idée, c'est de proposer un effort de modélisation à la fois économique et financier des évolutions agricoles en tenant compte à la fois des différents acteurs, que ce soit les agriculteurs, les consommateurs, les responsables politiques et différents facteurs comme l'eau, l'énergie, les assurances, le coût des uns et des autres. Donc, comme je vous le disais, ce projet est soutenu par Avenir commun durable, qui est une initiative qui a été lancée en 2021 par une quinzaine de professeurs du Collège de France pour essayer d'adresser, à notre niveau, tous les enjeux de la transition environnementale et énergétique, que ce soit l'histoire, le droit, la physique, les mathématiques, la chimie ou, comme ici, l'économie. Tous les savoirs et tous les domaines de la connaissance sont mobilisés. Et suivant la tradition du Collège de France, l'initiative dont je suis le chef de projet, soit dit en passant, ce qui me permet de me présenter, propose tout au long de l'année des enseignements, des événements de diffusion des savoirs, comme aujourd'hui, et plus important, parce que c'est souvent une donnée qu'on oublie quand on pense au Collège de France, on soutient aussi la recherche en train de se faire. Parce qu'on connaît souvent l'institution pour ses enseignements libres, gratuits, accessibles, mais on oublie souvent que ce qui rythme la vie quotidienne de l'institution, c'est la vie des laboratoires, c'est la vie des équipes de recherche. Donc, en bref, ce qu'Avenir commun durable cherche à faire, comme le Collège de France, c'est d'enseigner la recherche en train de se faire. Et pour préciser, avant de laisser la parole à Bertrand Villeneuve, si Avenir commun durable existe, c'est aussi grâce à des soutiens financiers que vous voyez ici, à savoir donc la Fondation du Collège de France, ses grands mécènes comme la Fondation Convéa ou Total Énergie, et ses mécènes comme Forvia et Saint-Gobain. Mais on va revenir maintenant au projet MATS en lui-même. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, commencer par nous expliquer quels sont les enjeux du projet MATS et aussi, surtout, nous présenter l'ensemble de l'équipe, puisque vous êtes un grand nombre sur le projet avec différents volets, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment se répartit le travail. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, pour vous expliquer l'origine de ce projet, je vais vous parler des membres de l'équipe. Nous sommes des mathématiciens, des économistes, des chercheurs en finance. Nous ne sommes pas, ou pas principalement, des agronomes. Nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années sur des questions de finance durable. Alors, la finance durable, c'est un mot galvaudé, qu'il était un peu moins il y a une quinzaine d'années, mais qui depuis s'est incroyablement diffusé, a pris toutes sortes d'acceptions, et vous en avez entendu parler sous toutes sortes de formes, plus ou moins avouables ou acceptables. Ce que nous avons cherché à comprendre, c'est comment la finance, qui est une industrie, une technique, une technologie, comment la finance agit pour définir le développement, le parcours, la trajectoire de l'économie. Et pour ça, des savoirs propres à la finance sont indispensables, des savoirs en statistique, en modélisation, en hiérarchisation des priorités et des effets. Et c'est pour ça que notre équipe s'est lancée dans ce grand projet il y a une quinzaine d'années. Et nous avons évolué au cours de ces quinzaines d'années. Nous avons travaillé de plus en plus sur les marchés de l'énergie, qui sont très financiarisés, sur les marchés de matières premières. Alors, les matières premières, c'est évidemment l'énergie. Vous pouvez penser au pétrole et quelques autres. Mais c'est aussi les métaux et c'est aussi, bien entendu, les matières premières agricoles. Les matières premières agricoles,
ont fait l'objet depuis assez longtemps de ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire que les matières premières agricoles sont échangées de gré à gré sur des marchés structurés par le biais de produits complexes, et tout ça évidemment rétroagit sur le destin des agriculteurs. Il est indispensable, nous semble-t-il, de comprendre comment la finance, via les marchés de matières premières, agissent sur les agriculteurs. Alors ça, c'était il y a quelques années. Puis nous avons encore fait un pas peut-être plus marqué, plus décisif vers l'agriculture, en nous posant des questions qui touchaient de plus près les agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas uniquement, comme nous avions commencé par le faire, de modéliser des marchés qui sont tout de même des abstractions, donc on a des données massives, on peut faire pas mal de choses avec les données financières, mais enfin, on est un petit peu loin des fermiers, des agriculteurs, donc nous sommes rapprochés de cette problématique, et nous avons proposé principalement 3 grands sujets qui ont donc été approuvés par le comité de la Fondation, et je pourrais, si Benjamin m'y encourager, les détailler un peu plus. Alors, quelques lignes pour chacune. Oui. Alors, il y a un projet qui concerne notamment les mathématiciens et la modélisation. Donc, je pense à Pierre Willion et Jean-Michel Lasserie, dont vous voyez les visages derrière moi. Ils ont développé des techniques mathématiques qu'on appelle les jeux à champ moyen en français ou les mean field games. Ce sont des modèles dans lesquels on modélise les interactions entre un grand nombre d'acteurs. La théorie des jeux, ça vous dit probablement quelque chose sous des formes simples, mais la théorie des jeux peut être mathématisée au niveau le plus élevé qu'on puisse imaginer, et c'est bien le cas dans le cadre des jeux à champ moyen. Donc, une application est la gestion des eaux. Imaginez des fermiers qui envisagent, parce qu'ils sont sur un territoire qu'ils partagent, d'exploiter des nappes phréatiques. Alors, exploiter des nappes phréatiques, ça pourrait être des méga-bassines, on pourrait trouver différents types de contextes. Ils essaient d'exploiter chacun par des équipements, des puits, des pompages, etc., etc. Bien entendu, en exploitant et en pompant, ils puisent dans une ressource qui est commune, puisque les nappes phréatiques forment une connexion géologique entre les agriculteurs. Donc il y a une forme de concurrence dans l'usage. Si je pompe beaucoup, eh bien, je prive un peu, en tout cas je prends dans le pot commun, ce qui peut entraîner toutes sortes de questions. Des questions de régulation, c'est peut-être la première idée qui peut venir, mais enfin aussi des questions de stratégie. Est-ce qu'on va arriver dans des stratégies déplorables où chacun, ne comptant que pour lui-même et sur lui-même, va pomper outre mesure et on va arriver à une tragédie des communs? Est-ce qu'au contraire, des modes de régulation vont permettre d'assagir le jeu? Alors, ce qui est intéressant avec la technique des jeux à champ moyen, c'est qu'on peut retrouver des résultats qu'on peut évidemment illustrer par des modèles élémentaires, mais on tend vers un plus grand réalisme, et surtout, il faut prendre conscience de la complexité des objets mathématiques. Il s'agit ici de modéliser des agents qui ne sont pas des automates, qui ne réagissent pas basiquement aux signaux qu'ils reçoivent, mais qui ont des stratégies extrêmement élaborées. Ils anticipent ce que vont faire les autres et ils définissent leur action aujourd'hui en fonction de l'anticipation de ce que vont faire les autres. Les anticipations de chacun définissent les stratégies de chacun. Et il s'agit de définir des prédictions dans un contexte aussi complexe. Les mathématiques sont des mathématiques, des équations aux dérivées partielles. Si je cherche à résumer, en fait, c'est comment utiliser en bonne intelligence un bien commun. Alors, in fine, il s'agit effectivement de mieux comprendre quels pourraient être, par exemple, les freins, les restrictions de droit, les lieux de négociation, les contrôles qui pourraient permettre une utilisation meilleure d'un bien commun. D'accord. On va vous laisser présenter les autres volets. Juste garder en tête cette question-là, parce que la question aussi qu'on va se poser, c'est ce sont des mathématiciens, ce sont des économistes, des financiers. Comment est-ce qu'on parle des agriculteurs qui sont des individus de chair et de sang quand effectivement la seule donnée qu'on a, ce sont des données mathématiques. Donc on reviendra dessus après, mais je vous laisse continuer. Bien sûr. Un autre volet concerne l'analyse des connexions entre les marchés extrêmement divers tels que les matières premières agricoles. Vous savez que les matières premières agricoles ont des cotations sur des marchés qu'on pourrait
dire spot, mais également sur des produits dérivés. On peut acheter à terme des produits agricoles et on peut également réaliser des transactions sur toutes sortes de produits dérivés, sur des indices si vous préférez. On peut construire à partir de là des outils de couverture, c'est-à-dire si j'ai une certaine compensation, moi agriculteur, selon l'écart entre l'indice et puis une certaine cible, peut-être que ça produit chez moi une atténuation de mon risque financier. Bon, ce sont des questions de couverture de risque tout à fait intéressantes. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement de regarder le marché du blé, du colza ou du coton individuellement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que tous ces marchés font système. Ils sont incroyablement liés les uns avec les autres. En gros, ils bougent tous ensemble. Mais tous ensemble, pas seulement les marchés agricoles, mais également, évidemment, les marchés énergétiques. Le pétrole, par exemple, bouge avec tout. Le pétrole bouge et fait bouger tous les marchés de matières premières. Pour toutes sortes de raisons. Le pétrole est un indicateur de la prospérité macroéconomique du monde, par exemple. Donc, selon le niveau du pétrole, eh bien, la demande sera haute ou basse. Ça peut être un premier aspect. Mais également, selon le prix du pétrole, les agriculteurs qui sont des consommateurs d'énergie, soit directement par les machines, soit indirectement par les engrais et toutes sortes de produits transformés, vont également être sensibles au prix du pétrole, parfois de manière différée. Et puis, plus encore, certaines matières premières sont des concurrents directs du pétrole. On a observé, par exemple, je ne vous surprendrai pas en vous le disant, des connexions extrêmement fortes entre le prix du pétrole et le prix du maïs, le prix du soja. Alors pourquoi le maïs et le soja particulièrement? C'est en fait les deux produits pour lesquels les liens avec le pétrole sont les plus puissants. On peut le détecter statistiquement parce que bien entendu on peut fabriquer des biocarburants, soit des alcools, soit des huiles. Et lorsque le pétrole est cher, eh bien le colza ou le maïs prennent une valeur intéressante puisque la transformation en biocarburant devient intéressante, ça tire les prix de ces matières premières vers le haut et ça produit toutes sortes d'effets, bonnes ou mauvaises, ça dépend de quel côté on se situe. Simplement décrire le fait est intéressant. Donc on a tout un projet qui consiste à comprendre par la construction de réseaux ou de graphes la réalité de ces liens, les séquences temporelles, les évolutions de structure également au cours du temps. Il y a tout un cinéma, tout un film qu'on peut produire à partir de ce genre d'idées. Alors, ce sont principalement Julien Ling et Delphine Lautier qui travaillent sur ce sujet. Et donc ensuite, il reste le troisième volet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, puisque c'est le volet sur lequel vous travaillez et où on va aller un peu plus en détail. Alors, le troisième volet, c'est l'assurance récolte. L'assurance récolte est évidemment un produit dont on imagine bien la nature et il concerne très directement le fermier qui a planté en vue d'une certaine récolte et qui va être soumis à des aléas. Ça peut être des aléas climatiques, ça peut être des pestes diverses, des ravageurs, etc. etc. Bon. L'agriculteur peut souhaiter avoir une assurance pour se protéger contre les pertes, surtout si celles-ci atteignent un niveau sérieux, sévère et dangereux. Et nous avons constaté, après d'autres, que les agriculteurs en France sont relativement peu assurés contre les pertes sur les récoltes. Donc pour vous donner quelques chiffres qui sont un peu grossiers, qui ne sont pas d'une précision à prendre trop littéralement, on a aujourd'hui à peu près 20% des fermiers qui ont une forme ou une autre d'assurance récolte, 20% seulement, et 30% environ des surfaces agricoles sont concernées par l'assurance. On a une surreprésentation des gros fermiers, ce qui explique cette différence entre 20% des fermiers et 30% des surfaces. Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, il y a une évolution en raison d'une réforme qui a commencé à porter ses fruits en 2023. Cette réforme, suite à de longues années de discussions, de diagnostics et d'analyses, a consisté à augmenter les subventions reçues par les agriculteurs lorsqu'ils souscrivent des assurances récoltes. Ces subventions étaient déjà substantielles, c'est un volet de la PAC, tout simplement. Le budget, si je me ramène à peu près à 2020, était de l'ordre de 170 millions d'euros, versés en subventions uniquement au titre de l'assurance agricole. Il a été décidé de porter les taux de subvention de
disons de 60 à 70% pour simplifier, ce qui peut paraître relativement modéré, mais également d'améliorer la qualité des assurances qui sont offertes par les assureurs qui proposent ces assurances subventionnées. Et ça a eu un effet non négligeable, mais pas aussi radical. On n'a pas vu de vague ou d'adhésion massive des agriculteurs à ces produits, bien que, évidemment, l'évolution a quand même conduit à une augmentation des souscriptions. D'accord. Alors, voilà. Peut-être le point de méthode qu'on a évoqué tout à l'heure, justement, comment est-ce que vous caractérisez les agriculteurs, qui sont des individus rationnels et parfois moins rationnels, avec les données à votre disposition et avec quel type de données? Oui. Alors, notre méthode, c'est une méthode quantitative, économétrique, et nous avons mis la main, je vous expliquerai comment, sur ce qu'on appelle le RICA. Alors, le RICA, c'est un ensemble de données produit par le ministère de l'Agriculture. RICA, R-I-C-A, ça veut dire Réseau d'information sur la comptabilité agricole. Ce réseau existe en France et il existe dans toute l'Europe puisqu'il est financé par des fonds européens. Ce qui fait que l'équivalent du RICA existe en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ces données? Dans ces données, nous avons accès, ou par ces données, nous avons accès à la comptabilité des fermiers. Pas tous les fermiers, 7000 fermiers représentatifs donnent leurs données chaque année, des données comptables. Et à côté des données comptables, il y a également des données techniques. On a des idées sur la surface, sur les cultures, etc., etc. Bref, nous avons des descriptifs précis au niveau de la ferme sur ce que font les fermiers. Ces fermiers sont 7000, sont représentatifs et certains sont suivis jusqu'à 20 ans. Certains sont suivis jusqu'à 20 ans, ce qui nous permet de les suivre dans le temps. On voit leurs évolutions, leurs réactions au changement, leurs changements de pratique. Ces données sont évidemment des données sensibles, puisque potentiellement, on peut savoir que tel ou tel fermier a telle ou telle pratique, on sait ses dépenses en pesticides, alors vous imaginez tout de suite le genre de questions de confidentialité que ça peut poser. Donc pour y avoir accès, nous avons montré patte blanche, c'est-à-dire nous avons déposé un projet, nous avons eu une autorisation de la part d'un comité statistique, dit aussi comité du secret. Et pour travailler sur les données, nous avons un dispositif qui s'appelle le CASD, vous voyez, je ne vous épargne pas les sigles, Centre d'accès sécurisé aux données. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'INSEE notamment en 2010, et c'est un dispositif extraordinaire. Si vous n'en avez jamais entendu parler, retenez ça, le CASD. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui nous permet, dans mon bureau par exemple, d'avoir un boîtier et un terminal. Et ce boîtier et ce terminal me permet une connexion exclusive et directe sur les serveurs du ministère de l'Agriculture. Je ne peux pas imprimer, je ne peux pas faire de sortie informatique, d'accord, mais par contre, je peux écrire des programmes dans un logiciel économétrique qui permet de traiter les données. Donc la grande crainte, c'est que nous exploitions à des fins non légitimes ces données, ou même à des fins commerciales. Donc nous sommes en quelque sorte surveillés. Mais de mon bureau, nous pouvons travailler sur ces données avec une très grande liberté. La grande interdiction, c'est de sortir des informations individuelles. Mais comme les informations individuelles ne nous intéressent pas, ce qu'on veut voir, c'est la grande image, tout va bien. Alors, ce CASD, je le précise, est un dispositif qui n'est pas propre aux données agricoles. Il sert en fait aux chercheurs intéressés par l'économétrie d'avoir accès à des données fiscales, des données de revenus, des données sociales, etc., etc. En fait, le CASD, à partir de 2010, a libéré les données, a permis aux chercheurs de valoriser des données publiques qui souvent étaient enterrées, très difficiles d'accès, il fallait montrer patte blanche, il fallait se lier d'amitié ou se lier d'intérêt avec des gens des ministères pour pouvoir travailler. Non, ça y est, ça s'est terminé, il suffit de montrer qu'on a un vrai projet et une capacité à mener le projet. Voilà dans quel contexte nous travaillons. Il y a donc une libéralisation de l'accès aux données. C'est une libéralisation de l'accès aux données, une libéralisation sous contrôle. On va peut-être maintenant revenir donc aux grands enseignements de votre recherche. Vous parliez de l'assurance. Est-ce que, très rapidement, avant de reprendre, vous pouvez expliquer quel est l'intérêt
même si ça peut sembler évident, mais le rappeler, quel est l'intérêt pour un agriculteur d'être assuré contre les pertes de récolte, et surtout les effets positifs secondaires qu'il peut y avoir. Alors je suis venu à ce projet par l'assurance, je suis économiste de l'assurance, et pas spécialement de l'assurance agricole. Donc je vais tenter d'être l'économiste de l'assurance pendant quelques instants. Idéalement, alors après la réalité diffère un peu, mais idéalement, qu'est-ce que c'est que de l'assurance ? Vous avez une récolte qui va être plus ou moins réussie. Bon. Et l'assureur a conscience de cet aléa, vous en avez conscience, vous donnez une somme fixe, prédéterminée, qui dépend de caractéristiques objectives et vérifiables, à un assureur, et l'assureur vous donnera en retour une somme qui peut être nulle ou élevée selon la performance que vous avez atteinte. Si vous avez de grosses pertes, l'assureur vous compense. Alors dans un monde idéal, on a cette notion de prime actuarielle, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on paye et ce qu'on reçoit se rapprochent. D'accord ? Alors, il y a toujours des consommations intermédiaires par les structures d'assurance, il y a quand même des frais administratifs, il y a une marge, etc. Mais oublions un peu ce point de détail. En gros, ce que vous donnez, vous le recevez, pas l'année prochaine, peut-être dans très longtemps si vous avez été chanceux et que vous n'avez pas subi de dommages, mais sur une population un peu large, on voit que ce que l'on paye pour l'assurance correspond à peu près à ce que l'on reçoit en indemnisation. Donc au fond, il y a une sorte de neutralité. Ce qu'on paye correspond à peu près à ce qu'on reçoit. En revanche, vous vous débarrassez de ce qu'on appelle la variance. C'est-à-dire les années catastrophiques, eh bien, on vous sauve la peau. Voilà, au lieu que vous mettiez la clé sous la porte, vous avez justement cette indemnisation qui fait que votre situation reste viable. Mais chaque année, évidemment, le fait que vous ayez payé pour de l'assurance, ça un petit peu réduit votre rentabilité. Donc une réduction permanente en raison des cotisations, mais surtout un secours essentiel dans le pire des cas. Donc l'assurance, c'est un produit extraordinaire qu'on rencontre partout, qui malheureusement n'a pas toujours les qualités théoriques qu'on voudrait qu'elle ait, mais enfin c'est un produit extraordinaire. Donc qu'est-ce qui peut faire qu'on ne souscrit pas de l'assurance si le produit est bien conçu ? C'est un peu difficile à comprendre. D'autre part, je l'ai suggéré tout à l'heure, incidemment, les agriculteurs bénéficient de subventions importantes concernant l'assurance récolte. Donc non seulement l'assurance c'est bien, mais en plus c'est subventionné. Donc en fait, quand vous prenez une assurance récolte et que vous êtes subventionné, ça veut dire que vous recevez en moyenne plus que ce que vous avez payé. Et si je résume beaucoup, si vous êtes subventionné à 50%, eh bien, vous recevez à peu près 2 fois plus que ce que vous avez payé en moyenne. Donc, même si ce n'est pas très réussi, même si ce n'est pas très généreux, même s'il y a des seuils de déclenchement qui sont un peu sévères, bah, tout de même, c'est une bonne affaire, peut-être insuffisante, mais une bonne affaire, qui mérite d'être considérée. Et pourtant, nos agriculteurs ne saisissent pas systématiquement cette assurance récolte. Il y a aussi le fait que lorsqu'on est assuré, lorsqu'on sait qu'on n'aura pas de problème de trésorerie dans les années à venir en cas de mauvaise récolte, ça nous encourage aussi à prendre plus de risques dans les cultures. Alors, en cas d'assurance ? En cas d'assurance. Oui, en cas d'assurance. Oui, alors là, c'est déjà presque une forme de conclusion à laquelle nous avons abouti après un assez long cheminement. En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de comprendre, puisque nous avons 7000 agriculteurs, dans la durée, c'est de comprendre qui souscrivait et qui ne souscrivait pas l'assurance récolte. Tout simplement pour essayer de comprendre quels étaient, peut-être pas des déterminants très, très précis, mais enfin, en tout cas, des corrélations entre qui prenait et qui ne prenait pas. Alors, parmi les fermes qui ont une plus forte propension à prendre de l'assurance, on va trouver les plus grosses fermes. Bon, pas une très grande surprise, probablement parce que les plus grosses fermes, si je me lance tout de suite dans des interprétations, il y a une organisation, disons, administrative plus rigoureuse, plus stricte, plus de personnel, plus de rationalisation. Quand on est plus gros, on a plus de moyens d'être à plusieurs et de gérer toutes les questions, et notamment la question des fournisseurs, dont les assureurs. Les gros
les grosses fermes ont plus d'assurance. Notez que ce n'est pas une évidence absolue. On pourrait se dire, je suis gros, si j'ai un problème là, c'est pas grave, je le récupère par là-bas, etc. Si vous avez une minuscule parcelle, quand vous avez un problème, le problème est total. Si vous avez de vastes propriétés, le problème est peut-être localisé. Tous vos champs ne sont pas susceptibles d'être inondés, par exemple. Donc, ce n'est pas complètement évident de comprendre pourquoi les plus gros sont les plus assurés. Les petits auraient bien des raisons de l'être, c'est d'ailleurs ce que nous pensons. Alors après, en termes de type de pratique, les éleveurs sont très peu assurés. Les éleveurs, qui sont souvent d'ailleurs diversifiés, ils ont besoin éventuellement de faire pousser du fourrage, enfin toutes sortes d'aliments pour leurs animaux, sont assez peu assurés, ce qui pourrait être assez surprenant. Alors il y a une raison qu'on peut trouver dans le fait que les éleveurs ont une façon de gérer les problèmes qui est assez différente des agriculteurs. Les éleveurs, quand ça va mal, ils ont un cheptel, donc un capital, ils vendent et récupèrent de la trésorerie. En fait, ça peut être une solution peu rentable, un peu désespérée, mais enfin ils ont un moyen, disons, d'avoir de la trésorerie qui leur sauve la peau et l'assurance leur devient moins nécessaire. Un agriculteur qui a pour simplifier, qui aurait une rentrée annuelle, c'est-à-dire il fait sa récolte, il la vend et puis il a une grosse rentrée annuelle, il a une fragilité de trésorerie qui est évidemment incomparable. Donc les agriculteurs purs sont beaucoup plus assurés que les éleveurs. Alors parmi les agriculteurs, les viticulteurs sont pas mal assurés. Notamment parce que la valeur des récoltes est considérable. Vous pouvez imaginer les grands crus, etc., etc. Quand on perd le raisin, on perd beaucoup d'argent. Donc l'assurance a un intérêt assez évident. Les céréaliers sont pas mal assurés aussi, à un niveau de l'ordre de 60%. Les céréaliers sont les plus assurés de tous, à un niveau de 60%. Il y a évidemment une corrélation avec la taille des fermes. Les céréaliers sont aussi les plus gros, mais je prends la caractéristique indépendamment. Et parmi ceux qui le sont très peu, il y a les maraîchers. Les maraîchers sont extrêmement peu assurés. Et c'est probablement un problème. Ils ont une forme de diversification qui fait qu'ils n'ont pas tous les problèmes à la fois, mais ils ont souvent quand même une trésorerie assez complexe. Et c'est probablement de ce côté-là, du côté des maraîchers et des arboriculteurs, que les problèmes sont les plus sérieux. Donc, ceux qui sont assurés, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément ceux qui, en pratique, bénéficieraient le plus de l'assurance. Et inversement, ceux qui en auraient le plus besoin ne s'assurent pas. Oui, nous avons utilisé une méthode économétrique qui est assez fine, qui permet de faire la distinction entre ce qui détermine la décision de s'assurer ou de ne pas s'assurer, d'une part, et ce qui permet de mesurer l'intérêt qu'il y a à s'assurer et ne pas s'assurer. Alors ça va peut-être vous sembler un peu curieux, mais on fait ce qu'on peut avec l'économétrie et les statistiques. Mais un certain nombre de modèles vont considérer que si on a une forte probabilité de s'assurer, parce qu'on a une sorte de score, quand on assemble toutes les caractéristiques qu'on a, on est gros, on fait des céréales, etc., on a une sorte de score qui accumule des points, et là, hop, on arrive avec une forte probabilité d'avoir une assurance. Un certain nombre de modèles assimilent ce score, cette propension, tous les bons points qu'on peut accumuler et qui justifieraient qu'on aille s'assurer, avec un intérêt économique. Si j'ai un gros score, c'est parce que j'ai beaucoup à gagner à m'assurer. D'accord ? Eh bien, nous avons tenté de séparer justement cette logique de score. Nous travaillons sur le score. Est-ce que tel type d'agriculteur a un haut score ou un faible score ? C'est comme ça qu'on arrive à tenter de comprendre pourquoi certains s'assurent peu et pourquoi certains s'assurent beaucoup. Donc on peut donner un score, donnez-moi une ferme, je vous donne son score, et puis donnez-moi plusieurs qui sont un peu pareils, et puis je vais probablement à peu près retrouver la proportion d'assurés dans la population que vous m'avez demandé d'évaluer. Et après, il y a la question, mais à quoi ça sert l'assurance ? Et on s'est rendu compte que, par une logique qui est un peu complexe, qu'on appelle la logique de contrefactuel. En fait, la question c'est, nous avons des gens qui ne sont pas assurés, et il faut que nous calculions quelque chose qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça changerait pour cette ferme non assurée que d'être assurée ? Qu'est-ce que ça changerait ? Et le calcul n'a rien d'automatique.
Pour calculer ce contrefactuel, il faut trouver des fermes assurées qui ont choisi d'être assurées, qui sont comparables. Mais qu'est-ce que ça veut dire comparables lorsque les fermes finalement réunissent des caractéristiques aussi nombreuses et aussi diverses? Donc il faut trouver des moyens de rendre à peu près comparables, etc. Et par ailleurs, il y a aussi une chose, je vous disais tout à l'heure que nous avions un panel, nous suivons des fermes dans le temps. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut comparer parfois les fermes avec elles-mêmes. Nous avons des fermiers qui ne sont pas assurés pendant un certain temps, puis un jour, hop, on a la bonne idée de s'assurer. Nous le voyons. Rappelez-vous, nous avons des données comptables. Les données comptables, c'est extraordinaire. Nous savons ce que les fermiers payent comme assurance récolte, à l'euro près. On sait exactement et on sait aussi ce qu'ils reçoivent comme indemnité, à l'euro près. Donc en fait, on connaît, et personne ne l'avait exploité avant nous, on connaît très précisément la relation d'assurance dans la dimension financière. On n'a pas le détail du contrat, voilà, mais en revanche, on a les effets du contrat. Combien a été payé en cotisation, combien a été reçu en indemnité. Donc on peut, avec ces données comptables, établir des contrefactuels, et nous avons obtenu un résultat étonnant qui nous a beaucoup tourmenté, qui nous tourmente même encore un peu, c'est que la prise d'assurance entraîne, grosso modo, une hausse du revenu de 20%. C'est énorme, énorme. Sachant que l'assurance n'est pas censée vous enrichir. D'accord, elle est un peu subventionnée, mais l'assurance n'est pas là pour vous enrichir, elle est là pour atténuer les risques, atténuer les mauvaises années. En fait, à la limite, l'assurance ne vous change pas le revenu moyen. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, vous avez ça, mais c'est à peu près la même moyenne, d'accord. Et pourtant, l'assurance semble enrichir. C'est d'un point de vue strictement comptable, ou si on se réfère simplement aux caractéristiques d'un contrat d'assurance, ce n'est pas possible. C'est inenvisageable. Ce ne sont pas les versements par les assureurs qui augmentent le revenu de 20%. On n'en est absolument pas là. Je peux juste vous donner une idée. Nos exploitants ont un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 70 000 euros par an pour les fermes non assurées et de 80 000 euros par an pour les fermes assurées. Excédent brut d'exploitation, donc nous mettons de côté les investissements parce que ce sont des décisions très particulières. Bon, c'est pour l'aspect technique. Et l'assurance représente des cotisations de quelques centaines et parfois quelques milliers d'euros. Donc au maximum, il s'agit de 5% de cet excédent brut d'exploitation, 5% seulement, donc quelques milliers d'euros au plus. D'accord. Et l'indemnisation, de temps en temps, peut atteindre un niveau très élevé, mais l'effet d'assurance, je vous parlais de 20%, c'est tout le temps, tous les ans. Alors comment nous l'interprétons? Alors nous nous sommes beaucoup creusé la tête, mais en fait nous avons proposé une idée qui courait déjà un peu dans une littérature ancienne, ce qu'on appelle la théorie de la couverture. Alors je vais tenter d'expliquer ça comme ça. Comment expliquer que quand on est assuré, on est plus rentable? Eh bien, il faut inverser la perspective. Vous me direz si cette manière de faire est convaincante. Imaginez qu'on vous enlève vos assurances, parce que vous avez des assurances, vous avez toutes sortes d'assurances, on vous les enlève. Mais vous allez devenir sacrément prudent. On vous enlève vos assurances, ou vos sécurités, d'accord? On vous coupe votre ceinture de sécurité dans la voiture, mais vous avez encore besoin de la voiture. On vous enlève vos assurances, d'accord? Les freins sont moins efficaces, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je reconnais que l'histoire est un petit peu tirée par les cheveux, mais vous allez devenir sacrément prudent. Vous allez faire attention à votre peau. Okay, donc vous allez rouler moins vite, rouler moins, vous allez y aller un petit peu plus doucement. Et même beaucoup plus doucement, probablement. Et pour l'assurance financière, c'est un petit peu pareil. Vous êtes un fermier, vous n'avez pas de filet de sécurité. Si vous avez une mauvaise récolte, vous êtes en grande difficulté de trésorerie. Vous n'allez pas réussir à rembourser votre emprunt à la banque, etc., etc. Donc vous voulez éviter les problèmes. Et pour éviter les problèmes, vous allez bétonner, vous allez cultiver peut-être pas les variétés les plus rentables, mais les variétés les plus sûres. Et comme souvent dans les marchés, il y a un compromis. Quand on fait plus sûr, c'est moins rentable. Alors évidemment, ce qui est plus rentable est aussi plus aléatoire. Les prix sont plus variables. Mais quand même, en moyenne, on gagne plus d'argent. Eh bien, l'assurance va vous pousser
justement à vous diriger vers des variétés plus rentables, des pratiques plus audacieuses. Alors je vous le dis à gros traits, hein, et on arrive à cet effet aussi important. J'essaie de vous donner une intuition du canal par lequel l'effet peut être aussi spectaculaire. La sécurité, en fait, encourage à une activité plus entreprenante et in fine plus rentable. Je ne sais pas si cet argument vous parle, mais nous l'avons mesuré. L'assurance crée un sentiment de sécurité qui nous pousse à prendre plus de risques et donc potentiellement avoir plus de gains et donc avoir un salaire plus élevé. Oui. C'est ça. Alors, l'assurance, ça a l'air d'être quelque chose de très important qui permettrait d'assurer des meilleurs revenus. Comment ça se fait dans ce cas-là que tous les agriculteurs ne soient pas assurés et comment la puissance publique pourrait faire pour inciter les agriculteurs à s'assurer, à améliorer cette couverture? Alors, ce que nous avons vu, c'est qu'il existait des catégories d'agriculteurs extrêmement résistants à l'assurance. Ils ont vu des augmentations des subventions à l'assurance, ils n'ont pas réagi, ça n'a pas déclenché chez eux l'adhésion. Donc ça fait partie du mystère, puisqu'on est même convaincu que les plus réticents sont ceux qui bénéficieraient le plus de l'assurance. Donc on a probablement une espèce de typologie qui se dessine, on a des agriculteurs qui sont probablement, disons, débordés ou submergés, mais ils nous le disent d'une façon ou d'une autre, vous l'avez entendu, il y a eu tellement de débats à l'occasion du Salon de l'agriculture, ils sont submergés par la paperasse, les démarches, etc. Et probablement, il y a des formes, disons, de résistance ou de phobie administrative qui font que certains ne veulent pas entendre parler d'assurance. Parce que souscrire de l'assurance, c'est en soi une démarche, mais ça ne suffit pas. Quand vous souscrivez à une assurance, vous voulez aussi la subvention. Donc il faut aussi remplir les papiers qui permettent d'avoir la subvention. Alors tout ça peut paraître un petit peu limité, mais il semblerait, l'expérience des agriculteurs nous montre que les obstacles administratifs sont très importants. Il y a également des défauts. L'assurance, sur le papier, c'est très bien. En revanche, les subventions, quand est-ce que vous les recevez? Au moment où vous faites le chèque à l'assureur? Non, vous recevez votre subvention 1 an après. D'accord? Donc payer l'assurance reste un problème tout de même de trésorerie. Si vous devez payer 4 000, 5 000 euros d'assurance et qu'on vous remboursera 3 000 euros dans un an, eh bien, vous avez un problème de trésorerie. Alors peut-être que le prix est réduit, mais vous avez un problème concret. Donc il y a des problèmes d'architecture, de design dans le système des subventions et des assurances qui créent des freins objectifs à la souscription. Donc la subvention n'est pas la solution idéale. Alors, la subvention, en tout cas l'augmentation de la subvention en tant que telle, c'est ce qui a été fait à l'occasion de la réforme de 2023, ne nous semble absolument pas la panacée. Alors d'abord parce que la simplification administrative n'a pas été faite suffisamment à notre avis. La question des délais n'a pas été traitée, donc les obstacles que j'évoquais il y a un instant sont toujours là. Voilà. Première chose. Et d'autre part, nous avons fait des simulations, parce qu'une fois qu'on a estimé notre modèle, on peut faire des simulations. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'impact sur le système d'un changement du taux de subvention. Donc si on augmente les subventions de 10 points, ce qui a à peu près été fait à l'occasion de la réforme de 2023, que va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir un certain progrès de l'ordre de 8% dans le taux de souscription, pas 8 points, 8%. Bon, voilà, bon, très bien, il va y avoir des nouveaux adhérents. Donc l'augmentation de la subvention, selon nos estimations, va bien avoir l'effet attendu, va promouvoir l'assurance, entraîner des nouvelles adhésions. Maintenant, on peut regarder, mais ça va coûter combien à l'État? On a fait le calcul, ça va coûter grosso modo 300 millions d'euros à l'État, très bien. Combien, parmi ces 300 millions, vont aller aux nouveaux adhérents? 100 millions. Et les deux autres 200 millions, aux anciens adhérents qui déjà étaient convaincus et qui vont simplement avoir une subvention plus élevée, ce qu'on appelle, comme parfois enfin bon, peu importe, le terme me reviendra. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la somme dépensée à l'occasion de cette augmentation des subventions ne va pas directement essentiellement impacter et être prise par ceux qui sont déjà adhérents. Alors c'est la logique du système qui veut ça, mais la réforme, en fait,
va donner plus à ceux qui sont déjà convaincus par l'assurance. En soi, peut-être pas une mauvaise chose, mais c'est peut-être un peu dommage lorsqu'on veut promouvoir l'assurance de constater que seul un tiers de la dépense crée des nouveaux adhérents et le reste va aux déjà convaincus, aux déjà adhérents. Alors on peut dire que c'est une politique de revenus, mais c'est déjà ceux qui sont les plus favorisés, les plus astucieux, les plus organisés, ceux qui récupèrent déjà au mieux les subventions, etc. Donc ça ne semble pas être très judicieux et très bien ciblé. C'est pour ça qu'on a, disons, une conclusion plutôt négative vis-à-vis de la technique qui serait uniquement de l'augmentation des subventions. On pense qu'il vaut mieux promouvoir une amélioration des caractéristiques dans la gestion des sinistres, l'évaluation des sinistres, le remboursement, le paiement des subventions, enfin tout ce qui accélère et qui simplifie en fait la gestion des contrats et des sinistres. Comme le temps tourne, j'aimerais quand même qu'on revienne pour une dernière question sur la question du changement climatique, ou en tout cas de la donnée climatique. Pas forcément ce qui va advenir demain, mais déjà ce qui advient aujourd'hui. Et puis que je sais aussi que je vois une carte qui me paraît très intéressante. Est-ce que on voit un déterminisme géographique, justement à la couverture, à l'assurance? Est-ce que dans les régions qui sont déjà aujourd'hui plus touchées par les restrictions d'eau, les risques de tempête, les risques de submersion, est-ce que l'assurance y est plus forte que dans des régions, on va dire, plus protégées? Oui. Alors, ce que je vous racontais jusqu'ici ne semble peut-être pas avoir de lien évident avec le changement climatique. Alors, d'abord, vous avez bien compris que nous avons travaillé sur les données les plus récentes. Nous avons les données jusqu'en 2022. Il faut un petit peu de temps pour les récupérer. Nous faisons un travail sur des données telles qu'elles sont. Donc, ce n'est pas un travail prospectif à proprement parler. On essaie de comprendre déjà ce qui s'est passé. Mais ça fait déjà un certain temps que les agriculteurs connaissent les évolutions climatiques, on en a des témoignages directs. Est-ce qu'on peut le mesurer directement ? Alors oui, on voit dans notre base de données, puisqu'on a, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais nos agriculteurs, on sait où ils sont. Donc on sait exactement quels sont les événements météorologiques qu'ils ont subis. On a fait ce qu'on appelle un appariement, c'est-à-dire on a localisé l'agriculteur, on a pris la cellule météo dans laquelle ils sont inscrits, on a télécharger toutes les données du modèle Copernicus et on sait tout sur l'ensoleillement, les pluies, les vents, les températures, etc., etc. À partir de là, on peut construire des indicateurs météo. Tout ça, on a incorporé pour savoir si les agriculteurs sont soumis ou non à des stress. Voilà, on voit que ceux qui sont soumis notamment à des sécheresses sont plus assurés que les autres. On voit aussi que lorsqu'ils ont été soumis à des sécheresses, qu'ils ont subi des dommages, ils tendent à s'assurer l'année d'après. Donc il y a quand même aussi une sorte d'apprentissage. On voit une évolution. De plus en plus de sécheresses, parfois aussi d'inondations. On voit que les agriculteurs répondent à leur expérience, mais à un niveau qui est quand même pas très important. Alors on peut tenter d'extrapoler sur le futur. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est du point de vue environnemental, il y a un discours qu'on entend un peu qui consiste à dire l'assurance peut conduire à une réduction de l'usage des pesticides. Alors le raisonnement est assez simple. Si vous n'avez pas une assurance financière, c'est-à-dire que vous n'avez pas de compensation quand vous avez des pertes, des compensations financières, ben vous allez essayer de limiter vos pertes ou la possibilité de vos pertes. Comment vous les limitez ? Par l'usage de pesticides, disons pour simplifier. D'accord ? Vous limitez les problèmes par la chimie. Ouais, c'est une assurance chimique. L'assurance chimique, d'accord ? Et dans une certaine mesure, on peut se dire, soit vous faites le choix du financier, soit vous faites le choix du chimique. Okay ? Je n'ai pas de financier, je fais du chimique, ou alors j'ai mis tellement de chimique que je n'ai pas besoin du financier, la chimie me protège. Alors ça, c'est une hypothèse qu'on pourrait évoquer. Alors à ce moment-là, l'assurance aurait cet effet génial de limiter l'usage des pesticides. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Alors, probablement en raison du fait que les agriculteurs qui sont assurés changent leurs pratiques, montent d'un cran en sophistication en général, et du coup tendent aussi à utiliser légèrement plus de pesticides. Alors, heureusement, l'effet n'est pas gravissime, l'effet n'est pas trop important,
mais s'il y a un effet, c'est plutôt que l'assurance conduit à un usage un peu supérieur des pesticides, et également un peu supérieur des engrais. Donc ça, c'est une vraie question. Il y a aussi une chercheuse à Columbia avec qui nous sommes en contact. Aux États-Unis, je précise. Comment ? Columbia aux États-Unis. Aux États-Unis. Columbia aux États-Unis, à New York, l'université, qui a une proposition que je trouve intéressante, mais qui est plus prospective et qui du coup est un peu plus spéculative, qui consiste à dire que l'assurance peut retarder l'adaptation. Si je suis assuré, je ne m'adapte pas. Je suis protégé contre les aléas, donc pourquoi je changerais radicalement le type de culture que j'ai l'habitude de faire pousser, puisque l'assureur est là pour me protéger, et elle voit l'assurance comme un ralentissement. Donc il y a tout un nœud ici qui fait l'objet de débats entre nous. Est-ce que alors l'assurance a des vertus de sécurité qui sont évidemment fondamentales pour les agriculteurs, mais également des enjeux climatiques du côté de l'usage des pesticides et de la question de l'adaptation. On va garder du temps pour les questions, mais avant cela, j'aimerais juste apporter un petit mot de conclusion pour juste la partie entretien. Donc déjà, merci pour ce temps-là. 2 points de contexte. Le premier, je parle aussi sous votre vigilance, mais j'aimerais mettre sur la table une notion qui a été développée par un autre chercheur du Collège de France qui s'appelle Frédéric Keck, qui est celui de sentinelle du climat. Et je pense que c'est un terme qui peut être utilisé à l'agriculture, puisque quand on est une sentinelle du climat, ça veut dire qu'on en est une des premières victimes, on est victime du dérèglement climatique, mais qu'on est aussi un laboratoire formidable de la résilience, de l'adaptation à ces conséquences. Et c'est pour ça qu'étudier la transition agricole pour avenir commun durable paraît essentiel, puisque ça permet, à cette échelle-là, de commencer à essayer de saisir le champ des possibles pour faire face au changement climatique, évidemment sans optimisme béat, mais aussi sans fatalisme aucun. Et donc, en ce sens, Avenir commun durable est vraiment fier de pouvoir soutenir un projet comme MATS. Et enfin, je m'arrêterai là avant de prendre les questions, mais le Collège de France réalise aussi plus que jamais le rôle qu'il a à jouer en tant qu'institution, institution aussi du temps long, notamment quand on voit l'accélération actuelle de l'histoire. Et on le voit, c'est-à-dire que quand on a les vents contraires de la politique ou de la géopolitique qui soufflent, généralement, les ambitions climatiques sont les premières victimes. C'est facile de cibler les États-Unis, mais c'est aussi une dynamique qu'on retrouve en Europe. Alors même que les études scientifiques montrent que le soutien des populations à la cause climatique n'a jamais été aussi forte et qu'en réalité, ce qui freine, ce sont souvent les inquiétudes par rapport à l'injustice climatique. Le Collège de France, donc l'institution, notre établissement, va s'inscrire dans le temps long, celui de la stabilité dans le brouhaha précipité de l'actualité. Et si la question climatique a pu mettre du temps à se structurer au sein du Collège de France, avec Avenir commun durable, elle s'inscrit maintenant dans la durée. La question y est entrée pour y rester. Je vous donnerai aussi rendez-vous le 1er avril prochain, puisqu'on accueillera le professeur Philippe Aguillon du Collège de France pour parler aussi du lien qu'il y aura entre innovation verte et transition énergétique. Merci, et on va prendre les questions. Donc je vais prendre le micro, je vais passer, mais comme on a la chance dans un amphithéâtre relativement convivial, je pense que si vous vous levez et que vous parlez d'une voix suffisamment forte, on vous entendra. Est-ce qu'il y a des questions ?